Le Brésil a entamé sa période de deuil suite au décès de son icône du football, Pelé. La star planétaire est décédée jeudi des suites d'un cancer. De plus en plus isolé sur la scène internationale, le président russe Vladimir Poutine dit vouloir renforcer la coopération militaire avec la Chine. Une salve de missiles russes est tombée ce jeudi sur plusieurs villes ukrainiennes comme Kiev et Kharkiv. Une partie des habitants a été privée d'électricité. L'ancienne dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a été condamnée à 7 ans de prison supplémentaire. Elle est incarcérée depuis le coup d'État militaire. Le Brésil continue de rendre hommage à son roi du football, Pelé, mort jeudi à l'âge de 82 ans. 3 fois champion du monde de ses 17 à ses 30 ans, le prodige à l'agilité légendaire a inspiré des générations de joueurs et adeptes du ballon rond de la fin des années 50 jusqu'à aujourd'hui, plus de 40 ans après la fin de sa carrière. Au Brésil, Pelé est éternel, 3 jours de deuil national lui sont consacrés. Il était important car il a porté le football brésilien sur la scène internationale. Tout ce qu'il a fait en tant que joueur, sa façon de se comporter, son intégrité ont vraiment montré les racines du football brésilien. C'est une grande perte pour le pays, mais il est certainement en train de jouer au football au paradis. Il fait partie de l'histoire du Brésil, comme Maradona en Argentine. Il n'y a pas de mots. Pelé est la référence du football brésilien dans le monde entier. Une veillée funèbre ouverte au public lui sera dédiée lundi prochain dans son club formateur de Santos, dans l'état de Sao Paulo. Et l'enterrement aura lieu le lendemain dans l'intimité familiale. Dans un contexte d'isolement international et de sanctions occidentales, Moscou se tourne de plus en plus vers Pékin. Ce vendredi, lors d'une rencontre par visioconférence avec le dirigeant chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine a dit vouloir renforcer la coopération militaire avec la Chine. Bien sûr, la coopération militaire et technique qui contribue à la sécurité de nos pays et le maintien de la stabilité dans les régions clés a une place à part dans les relations entre la Russie et la Chine. Et nous avons pour objectif de renforcer la coopération entre nos forces armées. De son côté, le dirigeant chinois a évoqué une nouvelle ère dans les relations bilatérales avec la Russie. Sous notre direction conjointe, le partenariat global et les relations stratégiques entre la Chine et la Russie dans cette nouvelle ère font preuve de maturité et de résilience. Le potentiel interne et les valeurs particulières de la coopération bilatérale se font de plus en plus sentir. Des projets conjoints dans des secteurs prioritaires sont mis en œuvre de manière constante. Bien que la Chine soit un partenaire privilégié de la Russie, Pékin s'est gardé de soutenir l'invasion russe de l'Ukraine. Selon des experts, la Chine se méfierait de toute sanction internationale contre des pays considérés comme alliés de la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. À la fin d'une journée marquée par de nouveaux tirs de missiles russes, jeudi soir, la plupart des régions ukrainiennes étaient touchées par des coupures d'électricité. Ces frappes ont laissé 40% des habitants de Kiev sans courant. Dans l'ouest du pays, à Lviv, 90% des habitants n'avaient plus d'électricité. Ce soir, il y a des coupures de courant dans la plupart des régions d'Ukraine. C'est particulièrement difficile dans la région de Kiev et dans la capitale même, mais aussi dans la région de Lviv, à Odessa, Kherson et autour, à Vinnytsia et en Transcarpathie. Le président ukrainien a également annoncé que son armée avait abattu ce jeudi 54 missiles de croisière et 11 drones d'attaque de fabrication iranienne. Selon Kiev, la défense antiaérienne aurait abattu la totalité des 16 missiles qui ont visé la capitale. Mais des débris sont tombés sur des habitations et un terrain de jeu faisant 3 blessés. De son côté, le Bélarus a affirmé avoir intercepté au-dessus de son territoire un missile de défense antiaérienne S-300 provenant du territoire ukrainien. Les autorités bélarusses ont diffusé les images de fragments tombés dans un champ.
La dirigeante birmane déchue, Aung San Suu Kyi, pourrait passer le reste de sa vie en prison. La célèbre opposante de 77 ans a été condamnée ce vendredi à 7 ans de prison supplémentaire. Corruption, fraude électorale, violation de secrets d'État et des restrictions anti-Covid. Depuis le début de la procédure judiciaire, Aung San Suu Kyi a été condamnée au total à 33 ans de prison pour de multiples infractions. La prix Nobel de la paix est incarcérée depuis le coup d'État militaire du 1er février 2021 qui a mis fin à une brève période de liberté dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Depuis le putsch, la détenue n'a été vue que de très rares fois sur des photos diffusées par les médias d'État. Les journalistes n'avaient pas le droit d'assister au débat du tribunal spécial. La fin de ce long procès, qualifié de simulacre judiciaire par les groupes de défense des droits humains, ouvre une nouvelle période d'incertitude en Birmanie. Entre 2003 et 2022, près de 1700 journalistes ont été tués dans le cadre de leur travail. Selon les investigations de Reporters sans frontières, l'Irak et la Syrie figurent en haut du classement des pays les plus dangereux et l'Ukraine occupe la 2e position au niveau européen à cause de la guerre. L'année 2022 affiche un sombre bilan avec dans le monde 65 journalistes pris en otage, 49 portés disparus, 57 décédés et plus de 530 emprisonnés. Le document publié par l'Organisation de défense de la liberté de la presse montre aussi que les années 2012 et 2013 ont été les plus meurtrières, notamment à cause du conflit en Syrie. Les zones de guerre ne sont pas les seuls terrains violents. Pendant 2 décennies, la Russie a été le théâtre funeste de nombreux assassinats ciblés, comme celui de la journaliste Anna Politkovskaya en 2006 qui avait documenté les crimes de l'armée russe en Tchétchénie. La France figure également en haut du classement européen, mais cela est lié à l'attaque contre le magazine Charlie Hebdo à Paris en 2015, au cours de laquelle 12 personnes, dont 8 journalistes, ont été tuées. L'interdiction du travail des femmes dans les ONG en Afghanistan ne remet pas en cause le soutien humanitaire de l'ONU. La décision des talibans a rendu l'aide humanitaire sur place plus difficile puisque ces ONG emploient près d'un tiers de femmes. Il n'est pourtant pas question de punir la population afghane qui n'a rien à voir avec cette situation, a rappelé l'agence lors d'un point presse à New York. La moitié de la population du pays est en situation d'insécurité alimentaire. Le coordinateur de l'aide d'urgence des Nations Unies va effectuer une visite en Afghanistan. Nous prévoyons plusieurs autres visites de hauts représentants afin d'inciter nos interlocuteurs du côté des autorités de facto à résoudre cette situation. Ces visites auront lieu au cours des prochaines semaines, car nous évaluons les implications de ce qui est en train de se passer. Les talibans avaient promis qu'ils ne toucheraient pas aux libertés des femmes au moment de leur prise de pouvoir en août 2021. Depuis, elles ont perdu le droit de se déplacer seules, d'avoir le visage découvert en public et désormais le droit aux études et au travail. Ils ont littéralement effacé les femmes. Il ne leur reste rien ou presque. Peut-être que le prochain arrêté dira que les femmes devraient arrêter de respirer parce qu'elles ne peuvent pas sortir de chez elles. Elles ne peuvent pas aller dans les bureaux. Au milieu du mois de décembre, les femmes afghanes ont été interdites d'accès dans les universités. Cela avait provoqué l'indignation dans le monde entier et déclenché une vague de manifestations dans certaines villes du pays. L'Italie a mis en place des tests Covid obligatoires pour les passagers en provenance de Chine. Une mesure de prévention également adoptée par l'Espagne depuis ce vendredi. La veille, l'Union européenne avait choisi de ne pas donner de consignes coordonnées en ce sens. Les premiers dépistages ont été mis en place dans l'aéroport de Rome Fiumicino. Sur les 49 passagers, 5 ont testé positifs et les échantillons ont été envoyés en laboratoire pour déterminer le type de variant. Mais d'après le ministre de la Santé du pays, tous les variants détectés sur des patients en provenance de Chine sont déjà présents en Europe. Il n'y aura a priori pas de nouveaux variants en circulation. Un avion a été forcé d'atterrir en catastrophe à 2100 mètres d'altitude dans le massif italien des Dolomites. Ni la pilote ni ses 2 passagers, son frère et sa compagne, n'ont été blessés. La pilote de 22 ans, Sylvia Debonne, raconte qu'elle était en train de survoler un pic quand son moteur s'est soudainement arrêté. Elle a redressé le manche pour s'aligner sur la pente de la montagne et faire se poser l'avion de tourisme sur la poudreuse. Malgré sa frayeur, la pilote ne veut pas renoncer à sa passion du vol. Déjà titulaire d'une licence italienne et américaine, la jeune femme se destine à une carrière de pilote de ligne.